De l'idéologie derrière l'Open Society, je crois qu'on la connaît un petit peu tous, cette idée que la liberté est fille du chaos. La liberté serait le résultat de l'absence d'entrave. Le fait que je sois français, c'est constitutif de mon identité. Mais ça peut aussi être considéré comme une entrave à ma liberté. Monsieur Soros était un financier, et il a fait fortune en tirant profit des crises et du chaos. Bonjour Grégoire Pupinck. Bonjour, vous êtes le directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous avez publié il y a un an, presque jour pour jour, un rapport intitulé « Les ONG et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme » dans lequel vous révéliez l'existence de graves conflits d'intérêts à la CEDH entre certains juges et des ONG qui sont liés au réseau de l'Open Society de George Soros. Donc on va faire aujourd'hui avec vous un état des lieux de la situation un an après la publication de ce rapport. Mais avant ça, on va quand même essayer de rappeler ce qu'il y avait dans ce rapport, comment vous aviez enquêté à l'époque et quelle était la conclusion de ce travail. Donc, pour comprendre l'origine de cette enquête, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce que c'est que le Centre européen pour le droit et la justice, dont vous êtes le directeur? Quel est votre travail, votre rôle à la Cour européenne des droits de l'homme? Voilà, donc le Centre européen pour le droit et la justice est une petite organisation privée, donc ONG également, qui agit principalement auprès du Conseil de l'Europe, dont dépend la Cour européenne des droits de l'homme, et des Nations Unies à Genève, dans le domaine des droits de l'homme. Nous sommes une organisation qu'on peut qualifier de conservatrice, qui défend principalement le droit naturel, la liberté de conscience, la famille, la vie, la liberté religieuse, les chrétiens à travers le monde. Nous avons des organisations sœurs un peu partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi au Pakistan, où nous défendons les chrétiens persécutés au Pakistan, à Jérusalem, en Afrique, etc. Donc voilà, une organisation non gouvernementale, conservatrice, qui travaille auprès des instances européennes et internationales dans le domaine des droits de l'homme. Et donc nous sommes intervenus et nous avons agi dans de nombreuses affaires à la Cour européenne des droits de l'homme depuis maintenant plus de 20 ans. Je n'ai pas compté, mais peut-être au moins une cinquantaine, si ce n'est une soixantaine d'affaires à la Cour. Donc nous connaissons bien la Cour. Je travaille tous les jours en fait sur des affaires de la CEDH. J'ai une bonne connaissance aussi d'un certain nombre de juges, d'anciens juges de la Cour, de ses présidents, anciens présidents. Voilà, et donc nous avons cette activité un peu spécialisée qui participe vraiment au travail de ces instances. Dans le cadre de ce travail, vous fréquentez ces magistrats, vous êtes dans les couloirs de la CEDH, et donc vous avez entendu, c'était ça l'origine, la première origine de cette enquête, parler de l'existence de juges Soros à Strasbourg. Et donc au début, vous n'y avez pas vraiment prêté attention. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que le sujet méritait vraiment en fait que quelqu'un s'y intéresse? Voilà, alors bon, j'ai commencé à travailler dans cet environnement avec beaucoup de respect pour la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, comme tous les étudiants en droit, nous sommes élevés dans une quasi-vénération de cette instance qui donne le là, qui indique la jurisprudence qui s'applique dans tous les pays européens. Et donc c'est avec attention que j'ai travaillé, et progressivement quand même je me suis aperçu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme se décalait, évoluait dans un sens de plus en plus libéral, ou même libertaire, qui se distingue fortement de la volonté initiale des rédacteurs de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça a attiré mon attention, ce glissement idéologique de la Cour a attiré mon attention. Vous en avez tiré un livre? J'en ai tiré un livre, effectivement, qui s'appelle « Les droits de l'homme dénaturés », qui était publié fin 2018 par le CERF, et qui expose précisément toute cette transformation idéologique des droits de l'homme pendant les 20-30 dernières années, et qui est très fort glissement, très forte transformation idéologique. Donc, sur la base de ce constat, l'idée que les droits de l'homme, finalement, le constat que les droits de l'homme sont comme embarqués dans une direction idéologique libertaire, et qui se constate aussi plus généralement, mon attention a progressivement été attirée, non seulement sur les causes philosophiques et intellectuelles, telles que cela apparaît dans le livre que vous avez cité, mais aussi les causes humaines. Et là, c'est un peu la seconde étape de ce travail, c'est finalement se dire, bon, pourquoi est-ce qu'il y a une telle dérive idéologique? Et là, il faut naturellement s'intéresser aussi aux personnes. Et là, j'ai commencé à prêter attention à ce que certains amis, qui même travaillent à la Cour européenne des droits de l'homme, me glissaient à l'oreille de temps en temps, à savoir l'existence problématique de, je cite, juges Soros, selon leur propre expression. Et là, j'ai commencé à creuser le sujet. Et il y a eu un élément un peu déclencheur, vous aviez donc observé tout ce glissement idéologique, mais il y a eu cette affaire Vincent Lambert
dans laquelle vous êtes intervenu, vous, auprès de la famille de Vincent Lambert dans les instances européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la CEDH a traité les recours qui ont été déposés par les parents de Vincent Lambert quand il était encore vivant ? Et est-ce que cette attitude-là aussi vous a un peu convaincu qu'il y avait vraiment un problème qui était spécifique à la Cour européenne des droits de l'homme ? Voilà, nous avons vraiment travaillé avec bonne foi, confiance auprès de cette institution dans plusieurs affaires. Et j'ai plusieurs fois, je dois le dire, avec un peu d'amertume, c'est vrai, je le reconnais, été choqué, en fait, par la façon dont des affaires importantes ont été traitées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas dans le sens idéologique de la progressisme libéral. Donc une affaire comme celle de Vincent Lambert, eh bien, je dirais, il était condamné d'avance, pour la simple raison que, au plan politique et idéologique, il était impossible, inconcevable que la Cour européenne condamne les lois françaises sur la fin de vie et l'euthanasie. Donc il y a un présupposé, et je le crois vraiment, je l'ai observé, et cela m'a été confirmé par des personnes de la Cour, pour ces affaires-là, très idéologiques, il y a un présupposé qui existe. Le fait aussi que la famille Lambert soit catholique, traditionnaliste, n'a pas joué non plus en leur faveur. Donc il y a ce genre de problème, mais d'autres affaires également, je pourrais en citer de nombreuses, qui manifestement ont été traitées de façon très rapide, voire envoyées à la poubelle. Donc j'ai vu des différences de traitement selon les sujets, dans les requêtes introduites à la Cour, selon que la requête finalement sert ou non le progressisme, et une vision donc de l'évolution des droits de l'homme. Et cela, effectivement, m'a montré à quel point il peut être parfois, finalement, quelque peu stérile de vouloir se battre sur telle ou telle affaire, lorsqu'il apparaît qu'il existe un problème plus systémique de parti pris. Justement, pour comprendre ce problème systémique, pour comprendre comment le réseau de l'Open Society a pu infiltrer, c'était le mot qu'on avait utilisé à l'époque dans Valeurs Actuelles quand on avait parlé de votre rapport, la plus haute juridiction européenne, il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette juridiction. C'est pas forcément très facile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible comment fonctionne la Cour européenne des droits de l'homme et notamment comment sont sélectionnés les juges ? Oui, alors bon, d'abord, notre rapport ne concernait pas que l'Open Society, il concernait toutes les ONG en général, mais il est apparu après qu'effectivement c'est l'Open Society qui est prédominante. Alors, le fonctionnement de la Cour européenne, eh bien, il y a un juge par État, donc 47 juges. Chaque juge a le même pouvoir, chaque juge vote, donc le vote de chaque juge est égal. Donc le vote du juge albanais a autant de poids que celui du juge français ou allemand, au moins en pratique. Comment sont-ils désignés ? Eh bien, ils sont élus pour 9 ans. Chaque État propose, donc chaque gouvernement propose 3 candidats qui sont soumis à l'appréciation d'un petit groupe d'experts, on peut dire, qui regardent si les 3 candidats sont satisfaisants, a priori. Puis, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui va choisir, parmi ces 3 candidats, celui qui va siéger à la Cour. Donc, il y a proposition gouvernementale et élection par l'Assemblée du Conseil de l'Europe, sur la base de ces 3 candidats. Et donc, vous expliquez que, historiquement, on a souvent pioché pour choisir les juges de la Cour européenne des droits de l'homme dans les spécialistes juridiques qui travaillent dans les ONG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a pris cette habitude de piocher dans les ONG et de manière même peut-être plus générale, pourquoi les ONG ont pris un tel poids dans le fonctionnement des instances internationales ? Voilà, donc effectivement, il faut comprendre que les instances internationales, c'est une création principalement d'après-guerre, et ça crée toute une couche supranationale d'institutions. Donc ce sont des institutions qui sont quand même éloignées, qui sont loin de la réalité nationale, qui sont un peu hors sol, même franchement hors sol. Et donc ces institutions, elles n'ont pas de relation directe avec la vie sociale du pays, puisque leurs interlocuteurs naturels sont les États, les gouvernements qui ont tous un intérêt à défendre. Si bien que dans cet espace, entre le niveau des États, le niveau des populations et le niveau international, supranational, eh bien cet espace qui était plus ou moins vide a été comblé par des acteurs qu'on peut qualifier de donc internationaux et qui se prétendent ou qui se veulent non gouvernementaux et privés. Donc il y a cette
ensemble de corps intermédiaires entre les États et les instances internationales, qui sont donc principalement des fondations, des ONG, des intérêts privés, mais aussi parfois d'intérêts commerciaux, et qui agissent auprès des instances internationales. Voilà, donc ça c'est il faut bien comprendre que c'est les instances internationales qui génèrent fortement cette présence de corps intermédiaires, d'organisations non gouvernementales. Et ces organisations, d'un côté, elles vont donner des informations, elles vont servir de société civile, entre guillemets, à ces instances internationales, elles vont les informer, elles vont introduire des recours, par exemple, à la CEDH, donc de nombreux recours sont introduits par Amnesty International ou l'Open Society, ou les comités Helsinki. Et puis, pour les instances internationales qui sont hors sol, qui n'ont pas de bras, pas de jambes, qui sont aveugles, eh bien, ces ONG servent aussi précisément d'un source d'information. Et donc, il y a une interaction, une complémentarité. Mais le problème de la complémentarité entre acteurs privés et acteurs publics, c'est qu'un équilibre doit être conservé entre les deux. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les acteurs privés, en raison de leur financement, prennent de plus en plus de poids et finissent même, de mon point de vue, à être plus puissants que l'instance publique intergouvernementale qu'elle est censée au départ servir. Donc il y a un renversement dans les équilibres de pouvoir entre les ONG et fondations privées et les instances internationales, à tel point que, par exemple, vous citiez, l'Open Society, pour l'Europe, a un plus grand budget que la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on voit bien comment il s'opère ce changement de pouvoir. La conséquence est ensuite que les ONG, non seulement influent, vont exercer une influence qui peut être ou contribuer au travail des instances internationales, mais pour ce qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, elles vont aussi essayer de placer certains de leurs collaborateurs comme juges. Ce que vous décrivez là, ça pourrait être un petit peu moins grave si jamais en fait il n'y avait pas certaines ONG qui étaient surreprésentées dans les juges qui sont présents à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est là qu'on arrive dans le cœur du sujet en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle méthode vous avez choisie pour vérifier justement quels sont d'où viennent en fait les juges qui sont à la Cour européenne des droits de l'homme et quel a été le résultat de votre enquête? Alors voilà, donc après que l'un ou l'autre ami nous signifie la présence de juge Soros, eh bien, par curiosité, j'ai commencé pendant quelques temps à regarder, voyez-vous, les CV des candidats à la Cour, et j'ai observé qu'effectivement, c'était confirmé quand même, il y avait de plus en plus de candidats aux fonctions de juges qui étaient issus de l'Open Society ou d'ONG affiliées. J'avoue que pendant quelques temps, j'ai pas osé attaquer ce sujet parce que, par peur, je vous dois dire, je crois que c'est un sujet, quand on parle de Soros, tout le monde se crispe. Voilà, donc on regarde, on n'ose pas en parler, on n'ose pas trop regarder. Et puis, c'est comme vous l'avez dit, après effectivement l'affaire Lambert et certaines amertumes, je me suis dit, bon, le problème est quand même plus grave, il faut chercher plus loin. Et là, nous avons, avec mon bureau, regardé de façon méthodique sur 10 ans les CV de tous les juges élus. Il y a eu 100 juges qui ont été en fonction à la Cour européenne des droits de l'homme, et nous avons regardé tous les curriculums tels qu'ils sont publics, hein, donc les éléments uniquement publiés, et puis nous n'avons pas été déçus, on va dire, nous sommes allés de surprise en surprise, et il est apparu en fait que c'est considérable. Alors la méthode de recherche, ce que nous avons regardé, nous avons commencé effectivement à partir des principales ONG, mais le critère distinctif, c'est que nous avons regardé les juges qui sont issus d'ONG actives à la Cour. Parce que beaucoup de juges, évidemment, font partie d'organisations diverses et variées, mais là où un problème se pose, c'est lorsque vous êtes directement issu d'une organisation qui fait du lobbying à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc quand vous passez finalement d'avocat ou de militant ou de lobbyiste à la fonction de juge. Comme si vous-même vous étiez élu. C'est comme si moi ou un de mes collaborateurs, demain, devenait juge à la CEDH, et qu'ensuite même, il serait amené à juger des affaires que nous-mêmes introduisons. Donc ce serait effectivement problématique. Donc ça, c'était le critère. Et nous avons observé que sur les 100 juges des 10 dernières années, 22 ont exercé des responsabilités importantes comme collaborateurs ou même comme fondateurs et directeurs d'organisations actives à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors il s'agit principalement des organisations comme Open Society ou Amnesty International ou les comités Helsinki. Donc ce sont toujours des organisations qui sont bien connues
les principales organisations sur la scène des droits de l'homme, et qui sont toutes finalement assez proches quand même au plan idéologique. Là, vous ne parlez que des cas, donc vous citez le nombre de 22 juges. En fait, vous avez pris la fourchette la plus basse possible pour être sûr d'avoir le chiffre le plus solide possible. Mais si on prenait en compte les liens indirects, le chiffre serait probablement beaucoup plus important puisque l'Open Society finance des centaines d'organisations. Donc on pourrait faire grimper ce chiffre si on le souhaitait. Sur le site de l'OSF, on lit que toutes les organisations qui sont financées par l'Open Society s'engage à partager, je cite, les objectifs stratégiques du programme de l'Open Society. Et donc c'est là où ça pose un problème parce qu'on voit bien que toutes ces ONG actives partagent le même objectif idéologique. Comment on pourrait résumer ces objectifs et en fin de compte l'idéologie de Georges Soros qui pénètre de plus en plus la CEDH? Alors c'est vrai, sur les 22 juges que nous avons identifiés, eh bien, il y en a 12 qui viennent de l'Open Society, donc c'est considérable, et 7 ONG dont l'Open Society et les 6 autres organisations sont financées par l'Open Society. Donc c'est quand même, effectivement, on voit bien l'emprise en fait particulière de cette organisation. C'était pas pour nous un présupposé dans la recherche, c'était le résultat de la recherche. Voilà, ce constat de la prédominance d'une organisation en particulier parmi ces juges. Et on aurait pu en avoir davantage. Certains, nous ne les avons pas mis dans la liste parce qu'ils n'avaient pas eu de fonction effectivement permanente au sein des organisations. Alors maintenant, la question de l'idéologie derrière l'Open Society, je crois qu'on la connaît un petit peu tous. C'est une idéologie ultra-libérale ou libertaire à laquelle nous sommes confrontés. C'est cette idée que la liberté est fille du chaos. La liberté serait le résultat de l'absence d'entrave, de l'absence de tout paramètres donnés, que ce soit historique, identitaire, physique, culturel. Voilà, cette idée qu'il y a que la liberté, que le chaos est la condition même de la liberté, c'est une idée peut-être un peu issue peut-être de l'idée aussi un peu financière, des finances. On sait que M. Soros était un financier, et il a fait fortune en particulier grâce en tirant profit des crises et du chaos. Je crois que l'idée, c'est effectivement tout ce qui entrave notre liberté doit être supprimé. Or, le problème, c'est que ce qui est considéré comme des entraves à nos libertés sont en fait bien souvent constitutifs de notre identité. Le fait que je sois français, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est bien, c'est constitutif de mon identité. Mais ça peut aussi être considéré comme une entrave à ma liberté d'être citoyen d'un autre pays, ou d'être citoyen européen, ou du monde. Le fait que je sois un homme, pour certains, qu'on soit sexué, peut être une entrave, etc. Donc toute cette idée de libérer l'homme en supprimant également certains héritages. Donc ça peut expliquer l'action de cette organisation et d'autres organisations qui sont liées à toujours vouloir étendre la liberté par la suppression des éléments qui nous constituent. Alors ça va ensuite aussi dans le plaidoyer en faveur de la libéralisation des drogues ou de la libéralisation de la pornographie ou de la prostitution. Donc il y a cette vision très libertaire aussi de la liberté et qui est en fait destructrice pour la société. Et alors c'est important de comprendre aussi pour voir quelles sont les conséquences de ce que vous avez découvert à la Cour européenne des droits de l'homme. Quel est le pouvoir d'un juge européen ? Dans le dossier qu'on avait publié, vous disiez « Le pouvoir d'un juge européen est sans commune mesure avec celui d'un juge national ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors c'est bien sûr d'abord parce que les juges de la Cour européenne, qui pour la plupart ne sont pas des magistrats professionnels, mais ces juges ont le pouvoir de juger la loi et même la constitution des États membres du Conseil de l'Europe. Ils peuvent condamner un pays et l'obliger à changer sa constitution. Et leurs décisions s'appliquent non seulement au pays condamné, mais à l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe. Donc c'est vraiment un pouvoir considérable. La Cour européenne elle-même se qualifie de conscience de l'Europe. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que la Cour européenne ne fait pas seulement du droit, elle ne traite pas seulement de questions de justice, mais beaucoup aussi de questions de morale. Parce que voyez-vous, une juridiction normale, son rôle, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû.
c'est de traiter des différends. Mais la Cour européenne, elle va porter des jugements de fond sur des questions morales. Par exemple, qu'est-ce que la famille, est-ce que l'euthanasie est acceptable? C'est pas une question de justice, l'euthanasie, c'est une question morale. Ou l'avortement. Lorsque la Cour condamne quasiment l'Irlande à légaliser l'avortement, c'est pas une question de justice, c'est une question morale. Donc voyez-vous, c'est une instance qui a raison de se qualifier de conscience de l'Europe parce qu'elle prend des jugements en termes de moralité et aussi de droit. Et son pouvoir est considérable parce qu'il s'impose à tous les États. La Cour européenne est vraiment cette instance qui est censée garantir le respect de la dignité humaine, des droits, des libertés, de la démocratie. Donc elle a été fondée après-guerre pour ça, pour empêcher toute forme de totalitarisme ou d'excès de pouvoir des États. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que cette instance elle-même, elle est devenue une source de pouvoir considérable. On dit souvent que la solution à un problème devient tôt ou tard un nouveau problème. Eh bien, d'une certaine manière, on peut dire que la Cour elle-même, aujourd'hui, eh bien, comme rien ne la limite, et comme elle prétend répondre également à des questions d'ordre moral, eh bien, dispose d'un pouvoir qui, je crois, on peut le dire, est sans commune mesure avec aucune institution dans l'histoire. Par exemple, on peut dire par rapport à la religion, on pourrait même dire par rapport à l'Église catholique, elle a plus de pouvoir que n'en a eu l'Église catholique autrefois. Jamais l'Église catholique prétendait avoir le pouvoir de changer la morale, voyez-vous. Et on pouvait ne pas être d'accord avec un dogme. Alors que là, les droits de l'homme sont des décisions de justice qui s'imposent. Vous n'êtes pas libre de dire que vous n'êtes pas d'accord avec telle décision, puisque c'est une décision d'ordre juridique qui s'impose. Donc les décisions morales prises par ces instances internationales s'imposent à toute personne, donc c'est un pouvoir qui est considérable. Par rapport à ce que vous expliquez, il y a souvent quelque chose qui revient dans les médias quand on reproche à une instance supranationale d'imposer quelque chose à un gouvernement. Je pense par exemple au moment de la signature du pacte de Marrakech, on entendait souvent dire les décisions ne sont pas contraignantes. Donc ça sert à rien de s'énerver parce qu'il n'y a aucune obligation pour les pays et il y a une confusion entre la notion de contrainte et la notion d'obligation. Est-ce que vous pouvez expliquer justement jusqu'à quel point les États peuvent décider de ne pas tenir compte de ce que leur dit de faire la Cour européenne des droits de l'homme? Alors les États se sont engagés à respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en cela, la Cour européenne prend des décisions dont le respect est obligatoire, pour autant que les États respectent leurs paroles. S'ils ne le font pas, eh bien, ils seront soumis à la pression du système et des autres États membres. Pendant de nombreuses années, eh bien, les États ont toujours quasiment respecté les décisions de la Cour. Depuis maintenant quelques années, on observe toutefois un fléchissement et certains États refusent de plus en plus d'appliquer. Et c'est sûr que si les États refusent d'exécuter les arrêts, eh bien, c'est quand même une fragilisation importante du système. En droit international, tout repose sur finalement le respect de la parole donnée. Il est sûr que la Cour européenne n'a pas une armée, une police à sa disposition, donc elle peut condamner. Donc pour elle, ce qui est essentiel, c'est effectivement le respect de ce qu'on appelle l'état de droit, à savoir que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme soient bien appliquées, et que si jamais elles ne sont pas appliquées, le système juridique, même national, va se faire l'allié de la Cour européenne des droits de l'homme pour obliger les gouvernements nationaux à les respecter. Voyez-vous, donc il faut que toutes les juridictions, nationales et internationales, soient liées entre elles et se respectent mutuellement, respectent la hiérarchie des instances judiciaires pour contraindre le gouvernement. Et c'est là, effectivement, que repose l'essentiel. Alors, par contre, il y a effectivement d'autres textes internationaux qui ne sont pas contraignants, ce qui est vrai. Et là, il y a de nombreuses résolutions, par exemple, des Nations Unies ou du Conseil de l'Europe, qui sont différents, mais qui n'ont pas la nature d'une décision de justice comme celle de la CEDH. D'accord. Donc, à ce stade de l'enquête, vous avez déterminé la part de juges issus d'ONG qui travaillent, d'ONG qui opèrent à la Cour européenne des droits de l'homme qui ont été élus là-bas. Il y en a 22. Pourquoi vous parlez de conflit d'intérêts? Qu'est-ce que vous avez découvert en matière de conflit d'intérêts? Alors après avoir observé que 22 juges effectivement sont issus d'ONG actives à la Cour, eh bien nous avons poussé la recherche un peu plus loin pour voir comment ils ont agi lorsqu'ils étaient éventuellement confrontés à des requêtes introduites par leur propre ONG. Voilà, parce que là c'est un second volet effectivement, parce que dans un tel cas, il y a de façon évidente un conflit d'intérêts. Vous en parlez à n'importe quel juge, il est évident qu'un juge ne peut pas
siéger, ne peut pas connaître une affaire dans laquelle il a une relation privilégiée avec l'une des parties. N'importe quel juge ne peut pas. Il a normalement l'obligation de se retirer de l'affaire. Donc nous avons simplement regardé si cette obligation était respectée. Nous avons été fortement surpris de voir que ce n'est pas le cas. Pendant les 10 années, entre 2009 et 2019, nous avons trouvé 88 cas, c'est quand même énorme, dans lesquels au moins un juge a jugé une affaire introduite ou soutenue par l'ONG dont il a été le responsable, le collaborateur ou le dirigeant dans les années qui ont précédé. Et donc là, ce sont des cas manifestes de conflits d'intérêts, très nombreux, qui ont été exposés et qui restent au ce jour un peu sans réponse. On attend que la Cour prenne des mesures pour corriger cela. Alors, je vous poserai la question après de comment la Cour a réagi, mais est-ce que vous pouvez nous citer une affaire qui serait symptomatique de tous ces dysfonctionnements que vous avez découverts ? Oui, écoutez, il y en a beaucoup. L'une d'entre elles, par exemple, on a beaucoup parlé du juge bulgare, parce qu'il est vraiment exemplaire, entre guillemets, d'un militant. C'est un Bulgare. La Bulgarie a intégré le Conseil de l'Europe. Lui était militant, il est avocat, financé par l'Open Society, par les grandes fondations américaines, pour mener une action en Bulgarie. Il a fini par être recruté à New York par l'Open Society directement pour toujours agir par de lobbying, on va dire, auprès des instances judiciaires. Et il a fini par se faire élire, nommé à la Cour européenne des droits de l'homme, dans des circonstances d'ailleurs qui ont été critiquées en Bulgarie même. Eh bien, une fois juge à la Cour, il a accepté de juger des affaires introduites et représentées par l'ONG qu'il avait lui-même fondée. Voyez. Donc là, effectivement, c'est un cas manifeste de conflit d'intérêts qui n'est pas simplement pas acceptable pour un juge. Alors il y a beaucoup d'autres affaires. Alors les affaires touchent un peu à tous les sujets. Souvent, ce sont des questions de liberté d'expression, d'immigration, de droits des prisonniers, donc c'est assez divers. Pour ça, il n'y a pas de règle générale, mais c'est effectivement très, très fréquent. Dans le rapport, vous expliquez aussi que ce que vous avez découvert n'est vraisemblablement que la partie émergée de l'iceberg. Comment font les ONG pour couvrir leurs traces, pour faire disparaître en fait leur implication dans certaines affaires et pour faire en sorte que dans tout ce qui est accessible publiquement, dans les bases de données publiques que vous avez utilisées, on ne perçoit qu'une minorité des affaires dans lesquelles elles ont effectivement été impliquées. C'est ça. Déjà, en fait, la Cour ne juge qu'une minorité des affaires qui sont introduites. Elle ne juge que moins de 5% des affaires. Donc il y a 95% des requêtes auxquelles on n'a pas accès. Puisqu'elles sont rejetées d'emblée. Donc ça, déjà, on les a mis de côté. Et dans les affaires jugées, effectivement, les ONG interviennent de différentes façons. Et là, il y a un vrai problème. Et là, nous avons fait des recommandations à la Cour pour corriger cette situation. Bien souvent, une ONG va soutenir, financer un recours, mais va se tenir en retrait. Et donc, elle n'apparaîtra pas. Il y aura simplement un avocat, parfois de l'ONG ou parfois extérieur, et le requérant. Donc vu de l'extérieur, cela semble être une affaire tout à fait ordinaire, sauf que derrière, vous avez une grosse organisation qui a les moyens financiers et qui a aussi les relais politiques et médiatiques, et parfois même des relais jusqu'au sein de la Cour, pour s'assurer, n'est-ce pas, que le dossier avance. Eh bien là, une telle affaire, on ne peut pas voir l'implication d'une ONG. Il arrive aussi qu'une ONG agisse à la fois comme requérant ou simplement comme tiers intervenant, ou les deux en même temps, dans la même affaire. Donc il y a effectivement une absence de règles quant à la transparence de l'action des ONG au sein des requêtes et qui est préjudiciable. Maintenant que vous nous avez bien expliqué, résumé, même si c'était très rapide, le rapport, je ne sais plus exactement, mais il fait plus de 200 pages. Oui. Il est très dense et peut-être un peu complexe à saisir pour les personnes non spécialistes dont je fais partie, mais on va quand même essayer de faire le point de ce qui s'est passé un an après la publication du rapport. D'abord, quelles ont été les réactions dans la société et le monde politique, en France et aussi à l'étranger, parce qu'il y a eu plus de réactions à l'étranger qu'en France, et est-ce que, la deuxième partie de la question, est-ce que ces réactions ont été, selon vous,
à la hauteur de la gravité de ce que vous avez découvert et rapporté dans cette enquête? Alors les réactions ont été considérables, il faut le dire. Il y a eu des centaines d'articles dans le monde, à travers le monde, qui ont été publiés. En France bien sûr, mais comme vous l'avez dit, même plus encore à l'étranger, en Europe, même en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, enfin partout des articles. Très, très, très simplement, le contenu du rapport n'a pas été contesté. Je sais que beaucoup de personnes ont cherché un petit peu la petite bête pour voir s'il y avait des erreurs. Non, aucune erreur n'a été identifiée dans le rapport. Donc ça, c'est un élément important. Le rapport est là, il demeure avec les faits qui sont révélés. Ensuite, oui, des réactions parmi les juristes, beaucoup des anciens juges de la Cour qui soutiennent le rapport, qui m'ont contacté pour m'encourager, des magistrats européens, nationaux, Conseil d'État de France, juridiction suprême espagnole et autres, qui de la même manière soutiennent et ont soutenu ce rapport et estiment qu'il est indispensable, qu'il est nécessaire de le publier. Ensuite, le monde politique, alors effectivement, là c'est plus différencié. C'est principalement des responsables politiques de droite, conservateurs, qui ont repris le rapport. Alors en France, assez largement, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, enfin, en Portugal, Bulgarie. Voilà. Alors la réaction la plus notable, évidemment, c'est celle du ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui a fait une déclaration, un communiqué consacré au rapport et aux faits qui sont révélés dans ce rapport, en disant qu'il est nécessaire que le Conseil de l'Europe tienne compte sérieusement de ce rapport et apporte des réponses aux problèmes qui sont identifiés. Donc voilà, des réactions politiques nombreuses, mais évidemment, les partis politiques qui sont plus dans la ligne idéologique des ONG visées sont restées silencieuses, ainsi qu'un certain nombre de responsables politiques qui non plus n'ont pas forcément osé toujours s'exposer, parce que, il faut quand même le dire, c'est un sujet qui fait peur, et le pouvoir de l'Open Society et de ces organisations est considérable. Et donc il n'est pas forcément facile de se mettre en travers de la route. Et la Cour elle-même a réagi au rapport ou pas? Alors, vous savez, tout ce qui se passe dans la Cour, normalement, est confidentiel, donc je ne suis pas censé le savoir. Voilà, et encore moins le dire. Mais, toutefois, oui, il est évident que, d'ailleurs ça a été dit dans le journal Le Monde, ils étaient furieux de cet article, ce rapport. Ils ont pris la décision de ne pas répondre publiquement, je pense parce qu'il n'y a pas d'éléments erronés, tout est vrai. Donc je n'ai pas été attaqué en justice pour ce que j'ai dit. Par contre, par la suite, la Cour a été interrogée par des ambassadeurs et par des parlementaires. Et là, à chaque fois, c'est le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dû répondre, mais il a largement esquivé. Il a dit oui, certes, c'est vrai, il y a bien des juges qui viennent d'ONG, mais ce n'est pas la faute de la Cour, ce qui est vrai. C'est le fait des États et de l'Assemblée qui vont choisir ces juges parmi les ONG, ce qui est vrai. Par contre, il a totalement esquivé la question du conflit d'intérêts, qui est la question centrale. Voilà, parce que ça, c'est voilà. Et là, sur cette question du conflit d'intérêts, il n'y a pas de réponse et une volonté de minorer, d'esquiver. Depuis la mise au jour de ces pratiques, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement de la part des juges qui sont dans le cas de figure que vous avez décrit et des pratiques qui sont en cours à la CEDH? Bon, je pense que oui, il y a quand même un changement qui a lieu, c'est que la Cour, quand même, est sensible à sa réputation. Et elle se rend compte, bien sûr, que sur de nombreux sujets, elle est mise en cause. Elle a été fortement mise en cause sur, par exemple, la protection accordée aux terroristes étrangers, vous savez, qui ont trouvé asile, d'une certaine manière, en Europe, grâce à la Cour, sur d'autres sujets encore. Donc oui, elle est très sensible à sa réputation, d'où l'importance de rendre public ce genre de rapport, parce que c'est finalement la seule façon d'avoir un effet durable. Alors ensuite, on a regardé, bien sûr, ces derniers mois, comment la Cour a jugé. Alors c'est pas encore significatif, parce qu'on est encore trop près de la publication du rapport pour vraiment voir un effet dans la durée. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore des jugements qui ont été pris
en situation de conflit d'intérêts. Sur environ 37 affaires identifiées dans lesquelles des ONG en cause interviennent ou agissent, eh bien, il y a 17, on a identifié 17 cas nouveaux de conflit d'intérêts, ce qui est toujours important, mais en proportion légèrement moins que les années précédentes. Et il y a 2 juges liés à ces ONG, 4 juges liés à ces ONG, qui ont été changés. Voilà, donc il y a un peu moins de juges liés aux ONG. Un élément décisif sera l'élection prochaine du juge belge, puisque la Belgique, parmi les 3 juges recommandés, eh bien, propose à l'élection une membre du conseil d'administration de l'Open Society. Donc là, je crois que c'est un peu un test de voir si elle obtient des voix ou pas. En tout cas, ce sera intéressant, et je pense que maintenant, au sein de l'Assemblée qui élit les juges, ils sont sensibilisés à cette question. Et vous-même, vous disiez tout à l'heure que vous aviez hésité à faire ce rapport dans un premier temps parce que vous aviez peur justement des conséquences que ça pourrait avoir. Est-ce que vous, à titre personnel, depuis 1 an, vous avez observé un changement d'attitude à la Cour européenne des droits de l'homme, des juges, des gens que vous fréquentez, avec qui vous travaillez par rapport à avant ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, en publiant ce rapport, on devient un peu un dissident. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le système, proche du système, mais quand même, effectivement, oui, bien sûr, il y a des changements importants, très importants. Vous savez, c'est un système, c'est un milieu. Il n'est pas bon de révéler le fonctionnement et les travers du milieu si on veut y être bien reçu. Donc oui, pour nous, ça a changé. On a eu beaucoup de mises en garde avant la publication du rapport, y compris sur notre sécurité du bureau, la sécurité personnelle, physique. Voilà, on nous a dit de protéger notre famille, protéger nos enfants. Voilà, donc il y a quand même toute une grande pression au moment de la publication de ce texte. Voilà, maintenant je pense qu'il fallait le faire. Et nous avons fait finalement que montrer un aspect de ce phénomène plus général, qui est l'influence grandissante de quelques fondations, de quelques organisations privées au sein du système de gouvernance supranationale. Ça, c'est un phénomène majeur actuel, du fonctionnement politique actuel. La réorganisation des réseaux de pouvoir, des réseaux d'influence au plan supranational et le poids majeur des acteurs privés. Alors on a parlé par exemple, vous savez, du poids par exemple de la Fondation Gates sur l'OMS, qui est le tout premier quasiment financeur de l'OMS, ce qui est inconcevable. Le fait que des instances internationales, interétatiques, soient financées très largement par des acteurs privés n'est pas concevable. Eh bien, nous avons aussi observé que le Conseil de l'Europe est aussi financé par des acteurs privés, que l'Open Society et la fondation Microsoft sont les principaux financeurs privés du Conseil de l'Europe. Et tout cela n'est pas acceptable. Il faut vraiment faire un effort considérable pour libérer les instances internationales, qui doivent être des instances publiques, de l'emprise d'acteurs financiers privés qui, au moyen de leur argent, influencent durablement. Il ne faut pas être naïf. Si vous donnez des millions de dollars à une organisation ou des dizaines de millions de dollars, vous avez forcément une influence sur son agenda. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène majeur. Ce phénomène, il s'observe dans la Cour, on l'a montré dans la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, il faut que la Cour retrouve son indépendance. Alors c'est vrai, on va dire, oui, il est difficile, en dehors des cas de conflit d'intérêts, d'identifier vraiment l'influence de ces ONG. Mais il y a un effet d'osmose et de mimétisme. C'est un milieu. Et donc lorsque vous avez au sein de 47 juges, 7, 8, 9 ou 10 juges qui viennent du même origine, du même milieu, eh bien ils exercent une influence sur l'ensemble. Voilà. Alors justement, c'est un peu la dernière question pour conclure cette interview. Vous m'aviez dit l'année dernière que si vous-même vous participez à ce système, à la Cour européenne des droits de l'homme avec votre ONG, que vous intervenez dans ces affaires,
c'est parce que vous estimez que l'existence de cette cour en elle-même, elle est légitime, parfois elle est même nécessaire, et que c'est son fonctionnement qui est vicié par cette situation. Donc qu'est-ce que vous proposez comme solution dans le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, pas sur le fonctionnement de toutes les instances supranationales, mais sur le cas précis de la Cour européenne des droits de l'homme, comment vous pensez qu'on pourrait faire pour que cette cour refonctionne normalement et se libère de ce carcan idéologique? Bon, moi je pense qu'effectivement les instances internationales ne sont pas mauvaises en soi. Le Conseil de l'Europe, la CEDH, les Nations Unies ne sont pas mauvais en soi, et même nous sommes très contents parfois d'y avoir recours et de gagner à la Cour européenne même contre la France, et nous est arrivé pour des causes justes. Donc en soi, je tiens à le dire que je défends le système, l'existence de ces instances. Mais il faut les libérer de l'influence privée et qui est devenue massive, et donc on le fait déjà en publiant ce rapport et d'autres peut-être aussi prochainement. Ensuite, il y a des règles à appliquer. Déjà, la Cour européenne devrait respecter les règles qu'elle impose aux juridictions nationales. Voyez-vous, donc ça c'est des questions de procédure interne, mais il y a des règles sur la transparence, des règles sur le déport des juges, voilà, qui devraient être appliquées, l'obligation pour les ONG de se déclarer lorsqu'elles interviennent dans une affaire ou lorsqu'elles sont derrière une affaire. Voilà, donc un certain nombre de choses à mettre en place qui sont assez simples. J'espère que la Cour le fera. J'espère aussi que des parlementaires de l'Assemblée du Conseil de l'Europe vont le recommander à la Cour. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être faites, mais la première chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux sur le système de gouvernance supranational dans lequel nous évoluons et qui, effectivement, est très loin, très éloigné de la démocratie nationale. Merci beaucoup. Merci à vous.